ce soir, on a le plaisir de recevoir Madame Berthe Meunier, ou Meunier-Berthelot plutôt, qui est spécialiste des questions d'éducation. Elle a écrit de nombreux livres, dont le dernier, Blanquer, ce monstre froid, et vous en préparez le suivant, la suite. Donc vous allez faire très rapidement, je pense, le bilan des promesses de ce ministre et la réalité. C'est pas toujours facile de décrypter son discours, qui est très habile, au point que certains journaux conservateurs le portent au nu, croyant qu'il va restaurer quelque chose. Que ce soit la méthode syllabique, les programmes. Il s'agit, s'il vous plaît, il s'agit d'un plan concerté de faire dans notre pays une élite avec non pas des petits Français, mais ceux qui peuplent les établissements, d'ailleurs de bon niveau, qu'on appelle la seconde chance. Et on verra le résultat d'ici 10-15 ans. Je pense que j'en ai dit assez, je ne veux pas dévorer. Bien, alors effectivement, nous allons voir un petit peu si monsieur Blanquer, qui se présente comme le monsieur propre, je dirais, est vraiment celui qui va remettre sur les rails le système éducatif. Alors pour savoir si remet le système sur les rails, je vais essayer de faire déjà un état des lieux de la situation qu'il avait et qu'il a trouvé quand il est arrivé, enfin quand il a trouvé encore que c'était un vieux routier de l'éducation nationale, bien qu'en dernier lieu il était directeur de l'ESSEC, il a quand même fait pas mal de séjours dans les ministères, notamment dans le cabinet de Robien, dans le cabinet de Luc Châtel, etc. Donc c'est un vieux routier de l'éducation nationale. Et c'est lui notamment qui avait été à l'origine des internats d'excellence pour lesquels il préconisait notamment même de payer les élèves. Donc c'est-à-dire qu'il allait quand même très loin. Alors, quelle situation a-t-il trouvé lorsqu'il a pris son ministère? Eh bien, il a trouvé une situation dans laquelle vous avez un bipartisme en fait. C'est-à-dire que vous avez un système éducatif pour les élèves issus de l'immigration et un système éducatif pour nos enfants. Donc ça c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, si vous voulez. Et ceci résulte de la loi du 7 juillet 2013 qui a été établie lorsque Vincent Peillon était à la tête du ministère de l'Éducation. Et on voit très bien dans les textes, d'ailleurs, si vous voulez, dans le texte de loi, j'ai repris ça, quelques points, si vous voulez, on voit l'étude comparative entre les deux textes. D'une part, la refondation de l'école pour nos enfants, d'autre part, la refondation de l'école pour les réseaux d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les réseaux d'éducation prioritaire, c'est complètement différent, si vous voulez. Je cite par exemple, si vous voulez, l'article 3 de la loi de refondation de l'école de 2013 pour les élèves, pour nos élèves, nos enfants. La mission première à l'école, c'est de faire partager les valeurs de la République. Ensuite, l'article 8, c'est à l'acquisition de connaissances et instruments du savoir, c'est-à-dire de formation intellectuelle, si vous voulez, substituer l'objectif de sens moral et critique. C'est-à-dire donc il n'est plus du tout question pour nos enfants de transmettre des connaissances. Et donc la caractéristique du système, je vais aller très rapidement, éducatif, c'est qu'on ne transmet plus des savoirs à nos enfants. Ça c'est vraiment l'objectif, je dirais maintenant à court terme, maintenant, parce que c'est déjà quelque chose qui est déjà bien entamé. Donc c'est ce qu'ils appellent le constructivisme, c'est-à-dire que l'élève construit son savoir à travers des activités. Ce n'est plus une transmission de savoir qui est faite par un professeur. Et donc il est évident que dans ces conditions, le savoir va quand même être très aléatoire, d'autant que ça commence dès le primaire. Alors ça c'est la première des choses, si vous voulez. La deuxième des choses, c'est qu'à travers ces activités, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation de résultat. L'élève suit un parcours et puis, ma foi, il fait ce qu'il peut. On va le noter sur sa bonne volonté, sur son sérieux, mais on n'exige pas de résultat. Il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire donc il faut vraiment agir par constructivisme, mais il n'y a pas d'obligation de résultat.
Et troisième point, si vous voulez, là où c'est où on voit, si vous voulez, qu'il y a une volonté d'effacement de la culture française, de l'identité française, c'est qu'il y a un affaissement du français au profit des langues vivantes étrangères. Ça, c'est très net, si vous voulez, dans les quelques cours qui restent. Si vous voulez, vous avez une valorisation des langues vivantes étrangères, de la littérature étrangère, qui n'existe plus pour le français, et également des cours prévus en langue étrangère. C'est-à-dire, on a beau, effectivement, il y a des gens qui se réjouissent en disant, c'est mon gosse va parler couramment anglais, c'est formidable, etc. Mais tout ça, ça se fait au détriment du français. On n'est pas contre le fait que les enfants apprennent l'anglais, apprennent une autre langue ou plusieurs autres langues, mais si vous voulez, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du français. Et là, c'est vraiment l'objectif, en fin de compte, si vous voulez, c'est d'effacer l'identité française. Alors ça, c'est pour nos enfants, si vous voulez, le système éducatif est basé donc sur ces principes. Et pour les élèves issus de l'immigration, c'est très net, si vous voulez, dans le texte. Vous avez enseignement structuré de la langue. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans le cadre des méthodes globales, si vous voulez, on apprend par mémorisation, si vous voulez, d'une façon un peu mosaïque. Non, là, c'est un enseignement structuré de la langue, dès l'école maternelle. Les savoirs enseignés, on parle bien d'enseignement, et ça, ce terme n'existe plus du tout dans le cadre de la loi de refondation pour nos enfants. Les savoirs enseignés doivent doter les élèves d'une culture, alors qu'on ne parle plus de culture, si vous voulez, dans le cadre de l'école pour nos enfants. Dans les IFM, rebaptisés ESPE, maintenant ISPE, maintenant je ne sais plus, eh bien, on dit que l'enseignant n'a rien à transmettre, en fin de compte. Si vous voulez, ils ne sont pas des référents, il n'y a rien à transmettre. Ce qui n'est pas le cas, donc, pour les éducations prioritaires. Alors, il est dit également la pédagogie est axée sur la maîtrise d'un savoir enseigné explicitement, vérification régulière de la compréhension des élèves, évaluation des élèves avec des objectifs reposant sur des objectifs exigeants. Donc, vous voyez, on est dans le cadre d'une structure élitiste où on essaie dès le CP de donner un enseignement d'excellence avec des bonnes bases pour ces élèves. Mais ça ne sera pas la seule action parce que ça va se poursuivre tout au long de la scolarité. Alors donc vous voyez, si vous voulez, vous avez une disparité entre les deux systèmes. Et cette disparité, elle n'est pas apparue comme ça, comme une soucoupe volante qui serait déposée comme ça sur le système éducatif. En fin de compte, si vous voulez, il y a eu une sorte de chassé-croisé, c'est-à-dire qu'en réalité, depuis le plan Langevin, si on veut se cantonner à l'époque contemporaine, depuis le plan Langevin de 1947, vous avez eu une déconstruction très progressive, méthodique de l'institution scolaire. En réalité, l'impression que les ministres qui se succèdent font n'importe quoi est vraiment tout à fait illusoire. Il y a au contraire une dégradation méthodique avec des dispositions effectivement qui s'enchevêtrent bien, très bien les unes dans les autres pour aboutir effectivement aux résultats aujourd'hui. Donc ça, vous avez eu cette progression lente. Et inversement, vous avez eu depuis 1981 une montée en puissance de l'éducation dite prioritaire, c'est-à-dire de l'éducation en faveur des élèves issus de l'immigration. Alors en 1981, effectivement, on a instauré cette éducation prioritaire et bon, qui a consisté en fin de compte à créer des zones d'éducation prioritaire dans lesquelles les établissements recevaient des crédits un peu supérieurs aux autres, avaient des classes un peu moins nombreuses, etc. Puis on a dit, ben, ça ne donne pas de bons résultats. Alors effectivement, ça ne donne pas de résultats quand on ne change pas les méthodes, quand on ne change pas les programmes, ça ne pouvait pas donner de bons résultats. Et beaucoup de gens ont pensé que la politique d'éducation prioritaire, finalement, ben, ça ne donnait rien. Mais en réalité, parallèlement, vous avez eu le ministère de la Ville qui a créé des dispositifs destinés à aider les élèves des réseaux d'éducation prioritaire. Ça s'est fait donc hors éducation nationale, avec le concours quand même d'autres ministères, mais si vous voulez, ça a été noyé, ça n'est pas apparu dans le budget de l'éducation nationale, donc comme ça n'a pas été médiatisé, personne n'a vu passer la chose. Et en réalité, depuis le début des années 2000, vous avez une politique d'excellence qui n'a pas concerné tous les élèves issus de l'immigration, ça c'est certain, mais quand même un nombre très important, puisque vous avez eu notamment dès le début des années 2000 des équipes de réussite éducative qui ont été destinées à faire une remise à niveau des élèves, ou une mise à niveau si vous voulez. C'est-à-dire donc
ces équipes éducatives comprenaient des psychologues, des pédagogues, des éducateurs, des enseignants, etc. Et donc on essayait de bien encadrer, si vous voulez, les élèves de façon à pouvoir leur permettre d'acquérir des bases solides. Et ce système a permis depuis le début des années 2000 de remettre à niveau 1 200 000 élèves. Je dis bien 1 200 000 élèves. Vous avez également eu, dans les années 2007, dès les années 2007, ce qu'on appelait les écoles de la deuxième chance, alors qui consistait là en une rescolarisation complète de jeunes de 18 à 25 ans, de façon à leur permettre de se remettre à niveau pour être réinsérés dans le système scolaire. En 2008, vous avez eu donc, à l'initiative de M. Blanquer soi-même, l'enseignement secondaire d'excellence, dans ce qu'on appelait les internats d'excellence. Il y en a eu 20 000 places d'internats d'excellence. Et M. Payon, quand il est arrivé, il en a ajouté 6 000. Et qu'il a appelé les internats de la réussite. Alors quand M. Payon, après, a dit ben, on supprime les internats d'excellence, tout le monde a cru que c'était réel, que les internats d'excellence étaient supprimés, que ça n'existe plus. En réalité, ils existent toujours, mais sous une autre appellation, si vous voulez. Maintenant, on les appelle les internats de proximité. Parce qu'effectivement, dans le cadre des réseaux d'éducation prioritaire, on a effectivement établi des internats qui ne sont pas du tout faits pour nos enfants. Quand on parle d'internat, dites-vous bien que c'est absolument pas fait pour nos enfants. Hein. Et puis ensuite, donc ça continue, vous avez donc 26 000 places, donc c'est-à-dire que depuis 2008, vous voyez, il y a quand même 10 ans qui se sont passés, et donc vous avez tous les ans 26 000 élèves qui passent dans ces structures d'excellence, donc ça n'est pas rien. Hein. Et puis vous avez également donc, des dispositifs d'accès à l'enseignement supérieur d'excellence. Donc on continue, vous voyez, c'est très méthodique. Vous avez d'une part des équipes de réussite éducative, après les collèges, lycées d'excellence, ensuite vous avez la préparation à l'enseignement supérieur, et puis dans l'enseignement supérieur, vous avez ensuite aussi ce qu'on appelle les... le nom m'échappe, pardonnez-moi, les résidences de réussite éducative. Donc si vous voulez, depuis des années, on pratique cette politique. Et c'est vrai que l'on voit effectivement parmi ces immigrés, moi je le vois parce que je sais pas, je remarque dans les transports en commun, notamment les trains, le métro, le bus, etc. On voit certaines populations justement issues d'immigration qui ont une allure tout à fait mûre, enfin on sent la gestuelle n'est pas la même, la façon de se comporter n'est pas la même, la façon de se vêtir également, si vous voulez, donc on voit effectivement que cette politique porte ses fruits, et puis aussi les emplois, on voit que les emplois finalement sont de plus en plus donnés dans tous les secteurs de la vie à ces personnalités issues d'immigration. Alors moi je ne suis pas contre, si vous voulez, qu'on fasse des choses d'excellence, si vous voulez. Le problème, c'est qu'il n'est pas fait pour nos enfants et que l'objectif à terme, en fin de compte, c'est de faire à terme, et même je dirais à court terme, c'est de faire de ces élèves, de ces populations issues d'immigration l'élite de la nation et de nos enfants les larbins. Parce qu'avec l'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui pour nos enfants, il ne va pas permettre qu'ils soient effectivement performants dans la vie professionnelle et avec aussi des problèmes de comportement dans la vie sociale. Parce qu'effectivement, on ne les habitue pas, si vous voulez, à des contraintes, à des résultats à obtenir, à des sanctions positives ou négatives, etc. Donc ils vont se retrouver quand même un petit peu, ils se retrouvent d'ailleurs déjà dans cette situation-là. Alors donc voilà, si vous voulez, cette situation qui n'est pas en projet, qui existe depuis des années. Hein. Donc on a intérêt quand même à prendre conscience de la gravité du problème. Et alors, est-ce que Blanquer procède à une reprise en main du système? Pas du tout. Je vous dis tout de suite, vraiment pas du tout. Je n'ai rien contre M. Blanquer. Malheureusement, non seulement il ne change rien, mais il renforce la politique engagée. Et la communication essentielle de M. Blanquer repose sur le fait de présenter tous les dispositifs favorables à l'instruction qui existent pour les réseaux d'éducation prioritaire comme s'ils étaient applicables à tous les enfants. Alors, vous avez effectivement, dans la presse, vous avez des manchettes qui vous disent là, M. Blanquer veut bousculer les méthodes d'apprentissage de la lecture, M. Blanquer
revoit la formation des professeurs, etc. Et tout ça, c'est fait, effectivement, le latin et le grec, vous parliez tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on parle de latin et de grec, ce latin et le grec n'est enseigné que dans les réseaux d'éducation prioritaire, puisque maintenant, effectivement, le latin et le grec sont censés s'appréhender à travers des activités dans lesquelles ils vont apprendre à la fois français, latin et grec. Alors vous voyez, c'est quand même très hypothétique. Donc quand vous entendez parler de latin et de grec, c'est pour les réseaux d'éducation prioritaire. On voit, voilà. Et donc c'est vraiment très inquiétant. Alors quand, par exemple, il dit qu'il abaisse la scolarité. Alors en plus, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'il déshabille Saint-Pierre pour habiller Mohamed. Hein. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu toute une... Enfin, je l'explique dans mon livre, là, sur Blanquer, justement, premier sur Blanquer, la scolarisation à 3 ans. Je ne connais pas une personne qui a compris que la scolarisation à 3 ans, en fin de compte, n'était pas un abaissement de la scolarité, mais une augmentation de la scolarité. Je m'explique. En fait, dans les textes, c'est vrai que la scolarisation était à 6 ans. Mais dans les textes, mais dans la pratique, pratiquement tous les enfants étaient scolarisés à 3 ans. Alors, il restait effectivement 26 000 enfants à scolariser. Alors, qu'est-ce que M. Blanquer a fait? M. Blanquer, il y avait par ailleurs plus de 90 000 enfants qui étaient scolarisés à 2 ans. Et donc, en fait, M. Blanquer a supprimé la scolarité à 2 ans pour libérer des postes pour les réseaux d'éducation prioritaire. Donc il a libéré des postes d'enseignants et contrairement à ce que l'on croit, il n'a pas abaissé la scolarité à 3 ans, il l'a augmentée dans la mesure où il a supprimé la scolarité à 2 ans. De 93 600 enfants, ce qui a libéré, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 3 700 postes. 3 700 postes d'enseignants qui ont été directement dans les réseaux d'éducation prioritaire au niveau CP, CE1, CE2, etc. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, si vous voulez, de désinformation sur la politique de M. Blanquer. Alors, quand on parle aussi de la création des nouveaux instituts de formation, vous savez que maintenant, il prétend qu'il a créé les instituts nationaux supérieurs du professorat, INSP. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces INSP, ce sont les ESPE qui eux-mêmes étaient les UFM, c'est-à-dire qu'on ne change rien, on change l'appellation, c'est tout. D'ailleurs, allez voir le texte sur Internet, c'est facile. Vous allez voir le texte de la création des instituts nationaux supérieurs du professorat. On vous dit changer ESPE par INSP. Mais c'est tout, rien ne change dans le texte. On change l'appellation. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, le genre de supercherie. Alors il dit, tout ceci c'est accompagné d'un discours vraiment volontariste. Si vous voulez, voilà, on va reprendre en main la formation des professeurs. Pensez, on va avoir toujours les mêmes pédagogistes, parce qu'évidemment ils sont titulaires, alors donc on ne peut pas les déménager. Ils vont continuer effectivement avec leurs errements, et puis on se retrouve effectivement avec des enfants qui sont complètement déboussolés. Alors le recrutement, c'est pareil, j'ai vu dans la Croix, là, cette semaine ou la semaine dernière, j'ai vu dans la Croix que M. Blanquer reprenait en main la formation des enseignants. Donc on a l'impression effectivement que là, bon, il met le paquet pour la formation des enseignants. Alors il faut savoir à quoi ça correspond, effectivement. Donc maintenant on ne va plus recruter les enseignants sur les diplômes, on ne va pas les recruter après un CAPES, une agrégation, etc. Non, on va les recruter sur profil. Et c'est chaque chef d'établissement qui va recruter du personnel qu'on appelle des assistants d'éducation, que M. Payon appelait, mais là encore c'est pareil, on a fait un changement d'appellation, on n'a rien changé du tout, ça s'appelait les emplois à venir professeurs, maintenant ça devient les assistants d'éducation. Mais avant les emplois à venir professeurs, c'était déjà les assistants d'éducation. Vous voyez, on recycle quand même en permanence. Et donc ces jeunes-là qui vont être recrutés et il n'y a pas de condition de nationalité et il faut que ce soit des candidats boursiers issus des zones urbaines sensibles. Alors donc vous voyez le type de recrutement qu'on va avoir pour nos enfants. Et alors là, si vous voulez, donc ils vont, comme le présente M. Blanquer, ceux qui prépareront des concours d'enseignement pourront effectivement
on pourrait leur donner des rôles d'enseignement. Ben, vous pensez bien que les jeunes qui n'ont absolument pas de diplôme, là, qui on va dire vous allez enseigner, etc., ben, on va tout de suite dire on va préparer les concours. Et donc, eh bien, on va mettre dans les établissements, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire d'ailleurs, on va mettre dans l'établissement des gens sans qualification. Et ça convient tout à fait avec le constructivisme dont on parle, puisque les enfants ne vont plus recevoir de cours, ils vont faire des activités et les gens vont les accompagner, les assistants d'éducation vont les accompagner, etc. Alors au bout d'un an, je pense qu'il y en a un ou 2 ans, peu importe si vous voulez, mais alors là ils passent le concours, puis alors ils vont aller dans les INSP, donc les ex-IEFM, enfin c'est la même chose, et donc là ils vont être formatés entièrement. Alors donc vous voyez, toute formation universitaire disparaît pour les enseignants du primaire, du secondaire. Alors on vous parle de la modification du temps de service des enseignants, bah oui, puisqu'ils n'enseignent plus, il n'y a plus de préparation de cours, il n'y a plus de copies à corriger, donc ils vont effectivement être toute la journée, toute la semaine à l'école. Alors les gens se réjouissent en disant bah, ils vont enfin travailler, quoi, parce que les gens pensent souvent que les profs ne font pas grand chose parce qu'ils ont 18 heures de cours. Malheureusement, si vous voulez, on est le soir quand même, on est quand même devant la chandelle en train de corriger des copies. Mais là, ça sera fini, terminé, plus de copies à corriger. Voilà. Alors là, c'est pareil aussi, simplification du système éducatif pour faire progresser l'école. J'aime bien ça. C'est-à-dire que l'on va mêler le primaire et collège. Donc ça fait une seule entité. Hein, une seule entité sous l'égide du principal de collège, si vous voulez. Le directeur du primaire va être le sous-directeur de cet ensemble, si vous voulez, parce que tout simplement on primarise l'ensemble. Alors donc on présente ça comme étant vraiment une amélioration, alors qu'au contraire c'est un effondrement qui se produit. Alors, évidemment, si vous voulez, on a beaucoup parlé de la réforme du lycée, de la réforme du bac, etc. Bon, ben, il est évident que tout est dans le prolongement de ce qui a été fait précédemment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'ailleurs, quelqu'un le soulignait, je ne sais plus dans quel article j'ai lu ça, et c'est tout à fait exact. En fin de compte, vous voyez, M. Blanquer, comme le faisait aussi Sarkozy et d'autres ministres, si vous voulez, il prend une décision puis concernant un domaine quelconque, et puis hop, il passe tout de suite à autre chose, et puis après il repasse au titre. Donc on ne fait pas le bilan, on n'en discute pas, etc. On n'a pas le temps. Vous comprenez, ça c'est une technique hein, de manipulation. Donc il passe d'une chose à l'autre, et finalement, les gens ne s'y retrouvent plus. Hein. Il faut reconnaître qu'il faut quand même beaucoup travailler pour comprendre le système, parce que c'est vraiment, avec la désinformation qui existe, c'est quand même assez difficile à comprendre. Alors, il faut bien comprendre. Alors, justement, ils saucissonnent aussi les problèmes. Ils saucissonnent. Alors, ils nous parlent un moment des devoirs faits, un autre jour, ils nous parlent du bac, un autre jour de Parcoursup. Alors, donc, si vous voulez, les gens ne s'y retrouvent plus. Bon. Et c'est fait pour qu'ils ne se retrouvent plus, justement. Et donc, en réalité, il faut voir la vision d'ensemble. La réforme du lycée, elle n'est que la conséquence de la réforme du collège, qui elle-même n'était que la réforme du primaire. Parce qu'il faut voir, il y a une continuité permanente, si vous voulez. La réforme du primaire avait été faite par Payon. Après, vous avez eu Belkacem, qui a fait la réforme du collège. Et lui, il continue, il fait la suite. Il fait la réforme du lycée avec la réforme du bac. Mais contrairement à ce qu'il dit, le bac est un effondrement total de ce diplôme. C'était vraiment une coquille vide. Hein. C'est tout à fait conforme à ce que disait Lénine, qui recommandait à ses révolutionnaires garder la coquille, vider-la sa substance. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le bac, parce que, si vous voulez, l'enseignement dans les lycées va être basé essentiellement par des activités qu'on maquille. On les maquille sous des appellations diverses, et les gens ne comprennent rien quand ils parlent, par exemple, d'enseignement de spécialité. Alors, je dis, ah ben, enseignement de spécialité, bon, très bien, mais ce ne sera pas des enseignements. Et il est bien dit, effectivement, et ça je le note dans je le note à un moment du livre, si vous voulez, que ces enseignements, si vous voulez, sont en réalité des parcours que construisent les élèves, des projets d'activités qu'ils font, et donc ça n'est plus du tout basé sur un enseignement, mais c'est ce qu'ils choisissent, c'est ce que l'élève choisit, parce que c'est ce qu'il préfère, quoi. Alors il préfère dans ce domaine-là, ben voilà, ben tu vas faire des activités, tu vas faire un projet là-dessus, bon, tu vas chercher des documents, tu vas aller voir, je sais pas, une vidéo, etc. Enfin bon, tout est n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de publication de résultats, donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein.
on n'est plus du tout dans une logique d'école, on est dans une logique de lieu de vie. Hein. Et donc, le bac n'a plus aucune consistance. L'enseignement universitaire va suivre. Hein, c'est obligé parce que... Alors les choses, si vous voulez, se font progressivement. Moi, ce que je vous explique, si vous voulez, c'est pour vous montrer où l'on va, où ils veulent nous conduire. Mais les choses se font très progressivement. Quand on parle des enseignements de spécialité, moi je vous le dis, c'est bien clair dans les textes, si vous voulez, c'est vraiment des activités que l'élève fait, mais comme il y a encore quelques profs, il y a encore des profs qui sont aptes à enseigner, donc dans un premier temps, on va continuer quand même un petit peu à enseigner dans ces domaines-là. Mais après, quand les enfants n'auront pas été instruits en primaire ni en collège, qu'est-ce que vous voudrez qu'ils fassent en lycée? Ils n'auront pas les outils nécessaires pour pouvoir suivre un enseignement de qualité. Et donc les enseignants devant ces élèves seront bien obligés effectivement de leur faire des activités. D'ailleurs, j'étais en contact avec une jeune professeure de lettres il n'y a pas très longtemps, qui enseigne en collège. Elle me disait que l'inspectrice lui avait elle-même dit écoutez, quand vous voyez que les élèves n'accrochent pas, vous leur faites faire des choses un peu ludiques, et comme ça, s'ils se lâchent, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Tout le monde s'en fiche. Ah oui, non, mais je vous assure, c'est catastrophique. Moi, elle m'a fait elle m'a envoyé vraiment un long document sur ce qu'elle vivait, mais on ne peut même pas imaginer que c'est pire que ce que j'ai connu, hein, parce que franchement c'était déjà pas beau, mais là maintenant ça devient épouvantable. Non, elle le dit elle-même, si vous voulez, il n'est plus question d'enseigner, il n'est plus question, il est simplement question effectivement d'occuper les élèves, c'est bien une véritable garderie, mais simplement pour nos enfants, hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est ça. Hein. Et alors c'est ce qui explique aussi ce dispositif Parcoursup, parce que le Parcoursup, attention, c'est une gare de triage. Hein. C'est une gare de triage, mais pas pour trier les bons. Parce que combien de l'année dernière, et même dans les années précédentes, si vous voulez, vous avez eu, parce qu'il y avait le système APB, admission post-bac, c'était pas la même chose, mais Parcoursup c'était encore pire, puisque vous voyez récemment une jeune fille de Limoges m'a dit que pratiquement aucun étudiant n'avait pu avoir ce qu'il avait demandé. Ils étaient 900 en psycho, à Limoges. 900 en psycho. Alors, outre que, si vous voulez, bon, 900 ça fait beaucoup, mais en plus, si vous voulez, non mais en plus, psycho ça débouche sur quoi? Comme métier, il n'y a quand même pas beaucoup de débouchés, hein. Bon. Alors, voilà. Alors, bon, c'est beaucoup de plus en plus de gens mal dans leur cours. Oui, c'est sûr. Bon. Mais quand même. Alors, donc, si vous voulez, le Parcoursup a été, d'ailleurs, ça a été dénoncé, si vous voulez, par beaucoup. Vous avez eu des élèves brillants qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, et vous avez eu des jeunes qui avaient des moyennes à 10, si vous voulez, qui ont eu ce qu'ils voulaient. Donc en réalité, ce système est fait pour prendre, contrairement à ce qu'on pense, les plus faibles, qui n'auraient jamais, par un système normal, qui n'auraient jamais pu avoir une entrée dans l'enseignement supérieur, et on laisse de côté les bons. Hein. Alors, notamment, dans ceux qui sont faits, d'ailleurs Blanquer l'a dit, mais effectivement ça passe dans son discours, alors donc on ne s'en rend pas compte, mais l'année dernière, à la rentrée dernière, il a bien dit, oui, ça a été, effectivement, ça a permis aux élèves des lycées professionnels d'entrer en BTS. Alors, effectivement, quand on connaît le niveau des lycées professionnels, pour avoir un BTS, il vaut mieux quand même sortir d'un ES ou S. Hein. Et donc, alors, ils ont fait rentrer les élèves des lycées professionnels, et puis les autres, ils n'avaient pas de place. Et vous avez aussi un dispositif qui existe, qui existe avant Blanquer, mais enfin, il ne l'a pas supprimé du tout, le dispositif 10% des meilleurs bacheliers de tous les lycées généraux, technologiques, professionnels, des réseaux d'éducation prioritaire, sont prioritaires pour intégrer une classe élective de l'enseignement supérieur. 10%, c'est énorme. Donc, si vous voulez, ce dispositif Parcoursup a renforcé cette disposition et a permis à des élèves qui étaient pas très bons, médiocres, si vous voulez, d'intégrer l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez que, si vous voulez, M. Blanquer
ne résout rien, malheureusement. Si vous voulez, il fait de la désinformation en permanence et il continue la politique qui a été entamée depuis 70 ans et il ne fait rien. Mais alors, il est quand même... si, c'est pourquoi mon premier bouquin s'appelle Blanquer, ce monstre froid, parce que vraiment, il ment avec un aplomb qui est quand même... qui me gêne beaucoup, moi, personnellement, parce qu'il a quand même 4 enfants. Je me demande comment il peut se présenter dans la glace et présenter aussi devant ses enfants pour mentir d'une façon aussi éhontée et tromper les gens, parce que les gens sont bernés. Les gens dans quelle école sont ces enfants? Une formation. Alors, écoutez ça. Non, mais dans quelle école sont ces enfants? Lui, il a fait Stanislas. Voilà. Alors, donc, écoutez, je vais peut-être en arrêter là pour vous dire que effectivement, la politique que suit M. Blanquer est une politique et la politique de ses prédécesseurs et qu'il ne change absolument rien du tout et qu'il travaille au grand remplacement des élites de notre pays. Voilà.